Je reste convaincu que le grand défi de nos pays, c'est le développement économique et qu'il est possible. Mais il faut qu'on fasse un choix, que ce soit une priorité au niveau national. Mais on ne peut pas toujours dire, bon, c'est un problème africain. Moi, j'ai visité des pays comme le Botswana, qui est un pays extraordinaire, où vous quittez une banlieue ou de centre-ville, c'est exactement comme si vous étiez dans les grandes capitales des pays modernes. Vous ne voyez pas le clivage brutal entre les villas somptueuses et les taudis. Donc vraiment on va d'une classe pauvre, modeste disons, à une classe moyenne, à une classe moyenne supérieure. Il n'y a pas cette différence flagrante. Et c'est un pays qui a conservé ses traditions. Les chefs traditionnels sont dans un Sénat et les autres, c'est une alternance politique. De facto, même si le parti majoritaire a le pouvoir, les présidents quittent au bout de 10 ans. Et les autres sont sur place avec une pension et ils deviennent membres du Conseil, c'est-à-dire du Sénat. Le développement, ce n'est pas une vitesse, c'est un marathon. Mais ce n'est pas seulement le marathon. Vous ne pouvez pas faire des petits trous. Il faut aller. Le drame dans nos pays, c'est qu'on a les deux aspects les moins attractifs. On n'a pas une vraie démocratie et on n'a pas le développement économique. Quand vous voyez par exemple la Malaisie, quand vous voyez Singapour, quand vous voyez ces pays d'Asie du Sud-Est, où il y a les libertés n'ont pas été, dans les années 60, 70, 80, les libertés n'étaient pas la priorité. Mais aujourd'hui, ils ont un vrai développement économique, des vraies infrastructures, pas seulement routes, ports, aéroports, mais des vraies universités parmi les meilleures du monde. Le classement des universités de Shanghai les classe en avant. Pendant que nous, on discute est-ce qu'il faut le faire en français ou pas ailleurs. Il faut d'abord de qualité, premièrement. Donc, alors, la question est intéressante sur ce plan, donc, mais je pense qu'on ne doit pas opposer liberté et développement. Aujourd'hui, à cause du développement des nouvelles technologies de l'information, quelles qu'elles soient, WhatsApp et autres, on ne peut plus gérer comme dans les années 70-80. Mais à mon avis, si on donne la priorité à l'économie, et pour cela il faut consulter les gens. Personnellement, compte tenu de mon expérience, non seulement ce que j'ai vécu, mais avec le recul du temps que j'ai derrière moi, c'est bon qu'un président et son gouvernement aient la main haute, mais sur l'horizon économique. Mais il est indispensable qu'il consulte. Il est indispensable qu'il consulte non seulement les nationaux, sur les grandes orientations, sur les façons de les réaliser, mais il est indispensable qu'il consulte des étrangers. Qu'est-ce que vous avez vécu comme expérience? Qu'est-ce que ça vous a coûté? Est-ce que vous êtes cassé la figure ici? Comment vous avez fait cet emprunt? Comment vous l'avez remboursé? Comment vous avez géré telle chose? Mais nous ne pouvons pas toujours recommencer à zéro. Et il faut aussi qu'on cesse de dire toujours que c'est la faute des autres. Moi, je suis d'accord que c'est la faute des autres, disons. Et après, il faut quand même qu'un jour, on dise, OK, il y a eu des dégâts, il y a eu des fautes, mais aujourd'hui, nous sommes en charge, ça nous fait 50 ans, une période plus longue que celle de la colonisation. Il faut que nous fassions quelque chose par nous-mêmes. Et nous pouvons le faire. Comme je dis, quand on voit le Botswana, quand on voit même, malgré tous les shortcomings, malgré toutes les faiblesses, l'économie kenyane est une économie solide. L'économie de Tanzanie, d'Ouganda, même s'il y a des ratés, c'est des économies. Évidemment, il y a la population, ils sont de 32 millions, mais il y a des vrais marchés, il y a des vraies industries, mais il y a une volonté de réinvestir sur place. Et il y a une masse critique. Et sans masse critique, je ne vois pas comment nous pouvons continuer à faire des résolutions. Les résolutions
des organisations régionales ne font pas le développement. C'est bon. Elles permettent de partager l'expérience, mais ça ne suffit pas. Non, mais les grands avantages dans nos pays, en tout cas la partie qu'on appelle francophone, ils ont de belles formules. Pour confirmer ce que vous dites, les gens disent la croissance ne se mange pas. Bon, c'est une belle formule. Mais la croissance est une bonne chose. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit très forte et durable. Bon, il faut qu'il y ait des retombées. Il faut qu'il y ait des retombées. Mais il faut qu'elle soit forte et durable. Il n'y a pas de croissance égalitaire. Mais il faut que cette inégalité soit tempérée, que les angles soient arrondis par des bénéfices sociaux. Par exemple, des routes faciles d'accès, un respect des populations au niveau des soins de santé, au niveau des forces de sécurité, au niveau des transports publics. Il faut que celui qui va du nord au sud, de l'est à l'ouest, ne soit pas coincé dans des barrages qui lui font perdre tout le bénéfice de son initiative. La bonne femme qui vend pour 1000 francs de fruits, légumes ou d'œufs de poulet ne doit pas être arrêtée au barrage. Donc voilà, pour moi, la redistribution, c'est de faciliter le travail des vrais gens qui travaillent, c'est-à-dire le petit peuple. Ce sont eux qui se lèvent aux aurores, ce sont eux qui sont au marché, ce sont eux qui, grâce au téléphone mobile maintenant, peuvent réapprovisionner sans revenir 5 km plus loin. Mais si la croissance améliore ces conditions, la redistribution se fait indirectement. Moi, je ne crois pas à une distribution de revenus, mais une distribution, d'abord, par l'exemple des leaders et par les infrastructures de santé, les infrastructures routières. Il est inadmissible que les gares routières soient des lieux de malheur pour les gens, sous la pluie, sous le vent, au soleil. Et il faut que les routes soient rapides, qu'il n'y ait pas ces barrages de rançon qu'on impose aux citoyens. Et je pense que ça peut améliorer. Ceci étant, je suis d'une génération qui a vu beaucoup de progrès, mais on ne peut pas être content. Il faut qu'on soit toujours en train de demander plus. Et on peut, et on a le droit de demander plus, parce qu'il y a eu beaucoup de sacrifices. Et les dirigeants, quand je dis les dirigeants, je parle des élites en fait. Malheureusement, les dirigeants chez nous préfèrent écouter l'entourage immédiat, c'est-à-dire les parents, plutôt que les propres conseillers qu'ils ont nommés et qu'ils payent. Le grand problème, l'alternance importante, de garantir aux gens l'économie, l'unité africaine ou arabe ou autre. Vous savez que les Asiatiques n'ont pas d'organisation d'ailleurs. Et la priorité pour moi, c'est l'organisation de nos pays, l'intégration de nos pays. Il faut que les pays soient intégrés. Eux-mêmes, c'est de nous prendre au sérieux, penser à nos économies. Ce que nous produisons, le faire bien, le vendre bien, intégrer nos populations des frontières et savoir qu'il n'y a pas d'alternative à l'économie. C'est tout. Il n'y en a pas. Il est temps de le savoir. Les Chinois ont réussi avec Deng Xiaoping. C'est de grandes différences avec la Russie. Ils ont viré et immédiatement ils ont fait l'économie. C'est pourquoi ils ont toujours le Parti communiste qui est ce qu'il est.